Si l'expression révolution copernicienne est aujourd'hui lexicalisée pour parler d'un basculement paradigmatique dans l'histoire des sciences, ces révolutions scientifiques cristallisées autour d'un unique nom sont souvent le fait de plusieurs personnes, d'un courant de pensée qui s'incarne parfois au détriment de certains noms qui restent dans l'ombre de l'histoire. Giordano Bruno a fait certainement partie de ces noms obscurcis, disciples de la pensée copernicienne, préfigurateur de Galilée, penseur itinérant sur les routes de l'Europe de la Renaissance, rejeté par tous, condamné pour hérésie et mort sur le bûcher de l'Inquisition romaine. Et pour évoquer cette histoire aussi tumultueuse qu'itinérante, on vous annonce d'ores et déjà que c'est une histoire qui se finit mal. Nos narrateurs d'aujourd'hui sont Yves Hersant, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS. Bonjour Jean-Pierre Bibring. Bonjour. Vous êtes professeur de physique à l'Université Paris-Sud, centre scientifique d'Orsay et astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale. Ceci étant dit, Jean-Pierre Bibring, vous me confiez à l'issue de notre dernier entretien à ce micro qu'aujourd'hui encore, 470 ans après sa naissance, en janvier 1548, Giordano Bruno continue de gêner aux entournures certains étudiants qui lui consacrent leurs travaux de recherche. Oui, enfin par-delà les étudiants, c'est je crois plus largement une grande partie du monde scientifique encore, et je pense de toute la communauté, et en particulier de la communauté théologique actuelle, qui n'est pas à l'aise avec cette affaire-là. D'abord parce qu'effectivement, condamné pour hérésie, il a eu un sort vraiment tragique. C'était le premier, je pense, des grandes victimes de l'Inquisition, dont on sait qu'ensuite il y a eu Galilée, mais il a été forcé d'abjurer et il a eu la vie sauve pour cela. Galilée, pas Galilée, Bruno, oui. Et Giordano Bruno a refusé de le faire, on va en parler un petit peu, pour des raisons assez fondamentales. Et on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, certains tentent encore de trouver de bonnes excuses dans la personnalité, dans l'histoire, dans certains propos, dans la manière qu'il avait de se conduire à ce que l'Inquisition en a fait. Je crois que ce qui est important, par-delà la complexité de ce personnage, qui est réel, je crois, pour autant qu'on peut la comprendre, c'est de voir que dans l'histoire des sciences, il a réellement joué un rôle tout à fait singulier. Ensuite, essentiellement à la suite de Copernic, effectivement. Il a entraîné derrière lui, on va le voir, des découvertes absolument majeures. Je pense qu'une grande partie même de ce qu'a pu faire Galilée, il ne l'aurait fait si Giordano Bruno n'avait initié le pas. Et c'est encore très très mal accepté et reconnu à cause précisément du fait que la chrétienté l'a banni. Yves Hersant, vous partagez le point de vue de Jean-Pierre Bibring. Un demi-siècle après sa naissance, il y a toujours un parfum de soufre à cause précisément de principes théologiques. Millénaire. Millénaire, pardon, demi-siècle, pas du tout, 470 ans, presque 500, demi-millénaire. Oui. Oui, il est doublement gênant. D'abord parce que c'est un perdant dans l'histoire des sciences. Et les histoires des sciences traditionnelles, Alexandre Coiré par exemple, le laisse de côté et le traite par-dessous la jambe. C'est une première raison. C'est un perdant, mais c'est un perdant qui interroge aujourd'hui à cause de sa conception infinitiste dont nous allons parler abondamment. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle il est gênant. C'est que on ne l'a guère lu. Et moins on l'a lu, plus on l'a mythifié. Et nous n'avons pas affaire à un Giordano Bruno, mais à des Giordani Bruni, si j'ose dire. Et on l'a imaginé, on l'a décrit, surtout les romantiques, mais pas seulement, comme un espion, comme un mage, comme un Rose-Croix, comme un héros de la libre pensée. C'est pourquoi on lui a érigé une statue que tout le monde connaît sur la place Campo dei Fiori, une statue impressionnante. Magnifique, assez ombrageuse. Oui, autour de laquelle tous les 17 février se réunissent des Romains, et d'ailleurs des Italiens et même des étrangers, pour lui rendre hommage. Mais cette accumulation d'images de Giordano Bruno fait que son œuvre, proprement dite, ce qu'il a réellement dit, et qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, est resté dans l'ombre. Donc voilà un perdant qui a des images positives, mais dont l'œuvre reste méconnue. Est-ce qu'il est légitime de faire de Giordano Bruno, selon vous, le premier martyr de la science, Yves Hersant ? Oh, je ne pense pas. Ça serait contribuer à ce que je viens de dénoncer, c'est-à-dire sa mythification, le premier grand martyr, le résistant, le héros de la libre pensée, ou ce qui est encore mieux de la pensée libre. Il est, à certains égards, un martyr, si l'on veut, mais peut-être pas de la science. Jean-Pierre Bibring, vous partagez ?
Oui, absolument. Non, je pense qu'il y a eu avant lui d'autres personnes qui sont mortes pour leurs idées, scientifiques ou non scientifiques, chez nous, si je puis dire, et dans d'autres cultures. Donc non, ce n'est pas... Quand je disais tout à l'heure que c'était pour l'Inquisition le premier drame réellement, c'est pour donner l'idée que pendant des décennies ensuite, ça s'est poursuivi. On est à cette époque-là dans la lutte contre la réforme. Il y avait l'histoire réforme contre réforme. Il faut voir un petit peu ce dont on parlait à cette époque-là. Et il fallait prendre effectivement un certain nombre de gens, si possible, la main dans le sac, et il en a fait partie. Mais à nouveau, ce n'est pas peut-être le plus important ici. Bien sûr que la manière dont il a été sacrifié est absolument horrible. Le fait qu'on lui a empêché même de pouvoir prononcer des mots sur son bûcher. Il avait la langue clouée à un morceau de bois pour l'empêcher de parler. Oui, il y a plusieurs idées, mais enfin c'est un petit peu le même genre de choses. Et il a été dénudé pour que les flammes l'atteignent directement, publiquement. Enfin, c'était quelque chose d'absolument atroce. Mais je ne veux pas dire que c'est pas le plus important, bien sûr que c'est très important, mais c'est vraiment au niveau des idées qu'il y a quelque chose à réfléchir aujourd'hui. Alors on va aborder évidemment toute son histoire et ce parcours qui est le sien, qui est un parcours, comme vous venez de le dire et comme on l'entend déjà, qui mêle étroitement la pensée de la place de l'homme dans l'univers, de la terre dans l'univers, et la pensée de l'homme dans l'univers par rapport à Dieu. Tout cela fait partie du legs et des travaux et de la pensée de Giordano Bruno. Peut-être commencer par un peu de biographie versant les origines, d'où vient-il, quel est son milieu, quelle est son éducation? C'est un Italien du Sud, Mezzogiorno comme on dit aujourd'hui, qui est né dans une bourgade près de Naples, Nola. C'est important d'ailleurs de citer Nola parce qu'on l'a appelé, et il s'est appelé lui-même le Nolin toute sa vie. Et la première partie de sa vie, le premier tiers si vous voulez, est une vie de dominicain, mais de dominicain très vite révolté, qui n'accepte pas d'image de la Vierge Marie dans sa cellule, qui lit Erasme, qui doute fortement de la transsubstantiation, ce qui n'est pas très heureux ou conseillé pour un dominicain ou pour un catholique, et qui très vite en fait va quitter l'ordre. Et là commence, pour le faire rapidement, une deuxième partie de sa vie. Avant d'aller sur l'errance, peut-être deux, trois notions. Effectivement, il rentre en 1565 chez les frères prêcheurs de San Domenico Maggiore à Naples. Il va partir 11 ans après de peur, Jean-Pierre Bibring, d'être déclaré hérétique. Effectivement, dès le début, on voit que chez Giordano Bruno, il y a une pensée critique de l'institution. J'aimerais aussi peut-être que vous nous redonniez un mot de l'état de la pensée cosmologique ou cosmographique à cette époque, puisque c'est après Copernic, mais pour autant les travaux coperniciens sont relativement confidentiels encore. Oui, absolument. Copernic a sorti son texte fondateur l'année même de sa mort, en 1543. Giordano Bruno est né quelques années après, en 1548. Mais il se trouve que la publication des textes de Copernic est restée très confidentielle pendant de nombreuses années. Elles n'ont pas été interdites tout de suite, elles l'ont été en fait plus tard, en 1617. En 1616, oui. l'interdiction. Elles n'ont pas été interdites, mais elles n'ont à peine besoin de l'être parce qu'elles ont été très très peu répandues. Donc c'est vrai que le modèle dominant encore était le modèle héristé d'Aristote, qui a été ensuite et de Ptolémée, voilà, qui a été mathématisé par Ptolémée, et pendant un millénaire et demi, ça suffisait. Et une des raisons, je ne sais pas si on va être long sur la question, mais pour lequel ce modèle, il faut bien voir que le modèle d'Aristote lui-même rompait avec un modèle qui existait en Grèce même avant, et probablement dans d'autres sociétés, en Inde comme en Chine avant, un modèle qui était beaucoup plus proche en fait de la réalité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, pour ce qui est du rôle de la Terre et du ciel et du Soleil dans l'espace. Il se trouve qu'Aristote a proposé quelque chose qui était tout à fait en opposition avec ce que Aristarque et d'autres avaient proposé avant. Terre immobile, une sphère fixe, un monde limité dans l'espace. Et ça allait très bien avec ce que la Bible ensuite a proposé. Et donc c'est quelque chose qui a perduré. C'était un ensemble très cohérent. C'était ça la force du modèle d'Aristote. C'était un ensemble tellement cohérent que vous ne pouviez pas en extraire uniquement un élément. Il fallait l'accepter ou entièrement le rejeter. Et ça a été très efficace puisque jusqu'à Copernic et donc jusqu'à Giordano Bruno, ça a tenu la corde. Et c'est vrai qu'il y avait bien quelques observations. Il faut voir qu'à l'époque, les observations de l'espace étaient faites qu'à l'œil nu. C'était très difficile d'avoir une précision suffisante pour mettre en cause ce que l'expérience de tous les jours a l'air de vous dire. Ici, on a l'impression que la Terre ne bouge pas. Quand vous regardez le ciel, c'est vous qui êtes immobile, le ciel ne bouge pas. Cette notion de mouvement auquel, finalement, grâce à Giordano Bruno, on y reviendra, et Galilée
ensuite, on a compris que la Terre est bien en mouvement, mais que quand les mouvements sont rectilignes, comme on dit, uniformes, à vitesse constante, on ne sent pas le mouvement. Donc il y a une relativité. Cette relativité n'était pas perçue et donc, ne peut pas être perçue. Et donc ce modèle a bien tenu jusqu'à ce que, malgré le fait que c'était à l'œil nu, certaines observations avaient malgré tout des difficultés, mais le domaine idéologique, les pesanteurs qui prévalaient encore au niveau de Giordano Bruno étaient celles qui étaient héritées de ce monde-là, un monde où la Terre était fixe, immobile, et tout tournait autour malgré tout. Et c'est dans ce domaine-là, comme dans le domaine théologique, Giordano Bruno, voyant qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas rentrer là-dedans, a eu le courage quelque part de dire non, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parce qu'il fallait d'un coup tout rejeter, il a été très loin dans ses réfutations, jusqu'en particulier à proposer qu'il n'y a pas une limitation de l'espace, avec la fameuse sphère des fixes. Vous voyez, quand vous regardez le ciel, vous avez l'impression que les étoiles sont immobiles les unes par rapport aux autres, elles ne bougent pas, elles sont comme accrochées à une sphère qui tourne ou ne tourne pas, c'est une autre affaire, au-delà de laquelle la question se pose de savoir s'il y a quelque chose ou pas, et pendant un millénaire et demi, les gens ont prétendu qu'au-delà, il n'y a rien. Lui a pensé que c'est impossible. Et il a fait une démonstration du fait que l'univers est infini. Yves Hersant, un mot pour aussi de contexte rapide pour rappeler que pareil, deux choses, les travaux de Copernic déjà sont dédicacés au pape Paul III, qu'il faut faire attention, soigner l'autorité ecclésiastique pour assurer que l'ouvrage n'est pas incompatible avec la Bible. Et on peut aussi préciser que Copernic comme Giordano Bruno ne vont pas fonder leurs travaux sur l'observation, mais sur l'expérience de pensée. Oui, j'ajoute juste une remarque à ce qui vient d'être dit. Le monde, ou la conception du monde que trouve Giordano Bruno est une conception, disons, largement médiévale. Et le Moyen-Âge associe étroitement la finitude, la clôture, et la perfection. Le monde est parfait parce qu'il est fermé, limité, clos. D'ailleurs, parfait, étymologiquement, veut dire clos, perfectum, achevé. Il n'a pas de possibilité de sortir de ce monde. Et c'est cette clôture qui n'est pas seulement cosmologique, qui est une idée générale, une idée directrice de la pensée médiévale, le perfectum, l'achevé, le clos, qui va littéralement exaspérer Giordano Bruno et qui va le conduire à aller même, on en parlera tout à l'heure, plus loin que son maître, entre guillemets, Copernic. Alors maintenant, je reviens. On reprend le fil de la biographie de Giordano Bruno. Il s'enfuit donc de chez les dominicains assez jeune, puisqu'il a 28 ans. Et commence une vie d'errance où il vit tant bien que mal en donnant des cours, en enseignant, se débrouillant un peu partout en Italie, au nord, au sud, à Turin, à Gênes, à Savone, etc. Avant de trouver en France un relatif refuge parce que ses qualités personnelles, il faut dire un mot de sa personnalité qui est tout à fait remarquable, c'est une forte personnalité, c'est une tête de cochon comme on dirait aujourd'hui et il le prouvera lors de son procès. Il se décrit lui-même comme un personnage ambigu, ambivalent, joyeux dans la tristesse, triste dans la joie, obstiné comme un peleur d'oignons, dit-il. Et il a non seulement cette forte personnalité, mais il a une prodigieuse mémoire. Et il s'est spécialisé aussi dans ce qu'on appelait à l'époque les arts de mémoire. Et il ne faut pas limiter Giordano Bruno à ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a certes une physique et une cosmologie capitale chez lui, mais il y a bien d'autres choses. Il y a les arts de mémoire, il y a une morale, il y a même un début d'esthétique. Et donc ces arts de mémoire vont fasciner les gens à la cour de France, et notamment Henri III, qui va faire de Giordano Bruno, par parenthèse, il s'appelait pas Giordano à l'origine, il s'appelait Filippo. Et il a changé de prénom à la fin de son séjour chez les Dominicains. Donc Henri III va lui confier un poste de lecteur royal dans ce qui est le collège des lecteurs royaux, l'ancêtre du Collège de France. Et pendant quelques années, il sera relativement tranquille. Il enseignera à Paris et à Toulouse, avant d'aller en Angleterre, où seront écrits
les principaux textes dont nous allons parler pour l'essentiel aujourd'hui. Dans quelques minutes, bien sûr. Dans quelques minutes. Peut-être en italien. Voilà, en italien, oui, c'est important parce qu'il écrit à la fois en italien, en langue vernaculaire, pour toucher le plus de monde possible, et en latin. On va évidemment, c'est toujours difficile de dissocier la biographie d'un auteur, d'un penseur de son travail et de son œuvre. Peut-être redire qu'il va continuer à errer un peu, qu'il va quitter assez rapidement Iversant l'Angleterre. Il va pas rester très longtemps parce que bien ses enseignements ne plaisent pas énormément à l'Église anglicane et on commence à voir un achoppement avec les autorités religieuses. Il va revenir en France assez rapidement où là aussi il ne va pas être tout à fait aussi bien accueilli qu'il l'a été. En effet, il est d'abord très mal accueilli en Angleterre. Il le raconte dans un des dialogues dont nous allons parler. Il est aux prises avec ce qu'il appelle des pédants. Il a une horreur profonde des pédants, jusqu'au comique. Il ne faut pas oublier non plus qu'il écrit une comédie, on en parlera peut-être. Et au retour de ce malheureux séjour en Angleterre, malheureux mais fécond, il est beaucoup moins bien reçu en France parce que Henri III trouve quand même suspecte la présence d'un hérétique dans la cour. Il est mal reçu par l'Église anglicane et d'ailleurs je note au passage que avant d'être brûlé, Giordano Bruno a été excommunié 3 fois. Il faut le faire. Excommunié par les catholiques, par les luthériens, par les calvinistes. C'est ça, parce qu'il essaye à chaque fois de rejoindre la communauté calviniste, puis luthérienne après un séjour en Allemagne, effectivement. Voilà. Et à chaque fois, il est excommunié. Et son séjour en Allemagne, à Wittenberg en particulier, lui permettra d'écrire en latin, cette fois, des dialogues qui attendent encore une traduction française. Ils sont traduits en italien, mais pas en français. On attend ça avec impatience. Et ce séjour allemand se terminera pas très bien parce qu'il acceptera, et là on entre dans la dernière phase de sa vie, il acceptera une invitation d'un ami, d'un faux ami. Il est entouré de faux amis. Giovanni Mocenigo. Voilà. À Venise. Qui, après avoir essayé de l'exploiter, va le dénoncer à l'Inquisition. Et en fait, il faudrait parler des Inquisitions parce qu'il y a l'Inquisition de Venise oui. Qui va, sur une intervention exceptionnelle du pape, le repasser à l'Inquisition romaine, qui est bien pire, et au total, il va rester emprisonné 8 ans, être quelque peu torturé, on n'a pas de doute là-dessus, avant de connaître le sort que l'on sait, et sur lequel il ne faut pas, comme il a été dit tout à l'heure, trop insister, parce que ce serait contribuer, encore une fois, à l'image du martyr. On reparlera de toute façon, une fois qu'on aura parlé un peu de toutes ces idées, de tous ces travaux, et de voir comment ces travaux mélangent effectivement tout ce que vous venez d'évoquer, la richesse, la densité et la diversité de ces travaux éclaireront le procès et sa dernière phase de la vie de Giordano Bruno. Je peux peut-être dire une chose, si vous permettez, sur les chefs d'accusation, ça n'est pas sans intérêt, ça n'est pas anecdotique. Il y a eu une trentaine de chefs d'accusation. Parmi lesquels le refus de penser, le refus d'accepter la transsubstantiation, le refus de la virginité de la Vierge Marie, le refus de la Trinité, l'infinité de l'univers, etc. La non-reconnaissance de Jésus et du Saint-Esprit. Alors sur certains points, il acceptera de reconnaître ses torts, sur d'autres, il ne renoncera jamais. Et il ne renoncera jamais à l'idée que l'univers est infini. Nous parlons de l'histoire de Giordano Bruno tout au long de cette heure en compagnie d'Iversant et de Jean-Pierre Bibring. Alors on l'a perçu à travers cette brève biographie que vous venez de faire l'un et l'autre de Giordano Bruno, ce parcours, l'œuvre qui va en résulter est une œuvre extrêmement riche, extrêmement diverse, que l'on peut aborder bien par différents aspects, par la théologie, par la cosmographie, par l'esthétique même, vous nous le redirez tout à l'heure, et puis également évidemment par la philosophie. Il est souvent complexe d'isoler l'un de ces aspects au détriment des autres. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour votre part, vous êtes parti en quête du Giordano Bruno philosophe. Oui, avec Marion Liotto qui est philosophe et chercheuse associée au Centre de philosophie médiévale Pierre Abélard de la Sorbonne. Dans ses travaux de recherche, elle essaie de mettre en lumière ce qui fait de Giordano Bruno une incarnation de la philosophie de la Renaissance dans tous les sens du terme. Elle nous explique quelques concepts clés pour comprendre la philosophie de l'homme de Nola et pourquoi il n'a pas eu la postérité attendue dans la philosophie postérieure à la Renaissance. Giordano Bruno est un philosophe de la Renaissance parce que la philosophie de la Renaissance est une philosophie particulière, qui n'est ni la forme moribonde de 1000 ans
de philosophie médiévale, ni la forme qui serait la précurseur de la philosophie moderne. C'est un moment qui dure à peu près 2 siècles, qui est très spécifique. Et Bruno est la manifestation, on va dire, la plus radicale et la plus spectaculaire de cette philosophie. Il en est aussi l'aboutissement parce qu'il arrive vraiment à la fin du XVIe siècle, donc à la fin de cette période. Vos travaux de recherche portent sur une notion un peu cruciale dans la philosophie de Giordano Bruno, c'est la notion de psychologie. Comment est-ce qu'on peut définir ce concept et qui n'a pas vraiment le même sens à la Renaissance qu'aujourd'hui? Bien sûr. Alors, Bruno lui-même n'utilise pas le terme, qui a été inventé vraisemblablement à ce moment-là, mais ce sont mes recherches qui m'amènent à dire que c'est une des notions fondamentales dans son travail, parce que pour Bruno, depuis les particules élémentaires, si j'ose utiliser des termes anachroniques, tout dans l'univers est composé d'atomes qui circulent dans le vide, mais ces atomes sont porteurs d'une intelligence. Et pour lui, cette intelligence qu'il faut mettre avec des multiples guillemets, elle est donc dans tout. Tout a une âme, si j'ose dire. Et l'âme, en latin, c'est anima, qui, si on le reprend en grec, qui est la grande mode de la Renaissance, où on retrouve les langues anciennes et le grec, c'est psyché. Et donc, on a fait psychologia, psychologie. Mais la psychologie, ça ne concerne évidemment donc pas que les êtres humains. La psyché humaine, ça concerne tout ce qui est un corps organisé ayant la vie en puissance. C'est la définition depuis Aristote. Donc, depuis 2000 ans, à ce moment-là. Et Bruno va développer cette idée de l'intelligence qui est à l'œuvre dans toute chose de l'univers, et aussi en l'être humain, parce qu'il y a un pan de sa philosophie qui se rattache à ce qu'il avait rendu célèbre de son vivant, qui était la mnémotechnique, les arts de la mémoire, qui ne développe pas réellement une méthode. Moi, je fiche mon billet à quelqu'un d'utiliser la méthode mnémotechnique de Bruno, on n'y comprend à peu près rien, je vous assure. Je pense que pour lui ça marchait, mais je ne sais pas pour qui d'autre. En revanche, il développe à l'occasion de ces ouvrages-là des fondements du fonctionnement du psychisme humain, qui sont absolument extraordinaires. Et ça, je pense qu'on va les retrouver, mais on va les retrouver au XXe siècle, quasiment avec Freud. On va y revenir au XXe siècle. Avant d'y arriver, je voudrais faire un bond dans le passé et comprendre comment, justement, Giordano Bruno, là, vient se mettre en opposition aussi avec une certaine philosophie antique et comprendre comment c'est très original pour l'époque. Il se met en opposition avec la philosophie aristotélicienne. Vraiment une ligne de la philosophie antique, qui est la ligne qui a été adoptée par tout le Moyen-Âge et la philosophie médiévale. C'est contre ça qu'il se met en opposition. En revanche, il va aller chercher les pré-socratiques, ou même les pré-platoniciens. Enfin, voilà. C'est dans ce qu'il va appeler la philosophie des origines, qui va aller chercher les éléments qui, pour lui, sont les bons éléments pour penser. Il va dire, il faut sortir de la nuit dans laquelle on est tombé peu à peu, au fur et à mesure qu'on a adopté Aristote et la science aristotélicienne et la philosophie aristotélicienne. Et en revanche, retourner vers les morceaux de clarté et de lumière que nous ont donnés les premiers sages, mais qu'on a oubliés, perdus volontairement. Et quels sont ces morceaux de lumière, justement, qui ressuscitent? Alors, il va ressusciter, en physique, il va ressusciter l'atomisme. Alors, il y a des penseurs au Moyen-Âge, je pense à Nicolas d'Autrecourt, qui ont déjà parlé d'atomisme. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis Nicolas d'Autrecourt a eu aussi un procès retentissant. Enfin, ça fait pas partie des pensées admises, ni même dans l'air. L'atomisme de Bruno est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui va l'amener aussi à penser son univers infini, qui est aussi une de ces grandes révolutions qui vont disparaître aussi en fumée avec lui. Alors, on a vu maintenant son ancrage dans un passé présocratique et non pas aristotélicien mais antique tout de même. Comment Giordano Bruno a ensuite, par sa philosophie et par quelle notion, est-ce qu'il a influencé la philosophie postérieure à la Renaissance, y compris la philosophie du XIXe siècle? Il y a probablement une notion qui est très importante dans sa pensée et qu'on va retrouver forcément dans les pensées ultérieures, c'est la notion d'infini.
le seul infini que jusqu'à présent on admet, c'est un infini inconnaissable, c'est l'infini divin. Bruno va parler de l'infini physique, puisqu'il va parler d'un univers infini, et donc il va remettre sur le devant une notion d'infini de façon positive sans que ce soit Dieu. Donc je pense que là, on ouvre la porte à des pensées pas seulement mathématiques, puisqu'évidemment on sait bien qu'il va y avoir tout le calcul infinitésimal, mais on ouvre vraiment la porte à une pensée métaphysique et physique complètement différente à partir de ça. Et quel philosophe, du coup, pourrait incarner cette réutilisation des concepts de Giordano Bruno? Eh ben, je vais vous décevoir, mais personne. Personne n'a vraiment tiré grand-chose de Bruno, parce que son œuvre a été censurée immédiatement, puisqu'elle a été inscrite à l'index. Donc il a circulé sous le manteau, très peu de ses œuvres ont pu être lues. Il y en a, je pense par exemple à Leibniz, qui est vraiment celui qui arrive directement après, au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et qui semble bien pouvoir correspondre à certaines choses qu'a formulé Bruno, y compris... Par exemple les monades. Les monades, y compris la question de monade, puisque Bruno écrit un livre qui s'appelle Des monades et de la monade. Mais Leibniz lui-même va parler de Bruno en disant que c'est un grand farfelu, qui dit n'importe quoi. Donc personne ne va revendiquer Bruno. On peut le comprendre si on est prudent. On revendique pas quelqu'un qui a été condamné au bûcher, même au XVIIIe siècle. La pensée de Bruno, ça va circuler de façon poreuse, si j'ose dire, mais personne va le revendiquer réellement. Et aujourd'hui, est-ce que Giordano Bruno est sorti un petit peu des limbes? Non, il n'est pas encore sorti des limbes. Je pense qu'il est devenu plus une figure qu'une théorie. Voilà, on entend bien la complexité qu'il y a à aborder la pensée, le travail de Giordano Bruno en essayant d'en extraire une partie au détriment des autres. Votre réaction, Yves-Versant, Jean-Pierre Bibring, à ce que vous venez d'entendre? C'est multiple. C'est très intéressant. Il y a plusieurs choses avec lesquelles mais c'est dommage que cette personne ne soit pas là, parce qu'on aimerait bien sûr discuter avec elle, avec lesquelles je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis d'accord avec elle quand elle dit que personne ne peut s'en revendiquer. Mais ça, effectivement, c'est un état de fait. Il a été effectivement mis à l'index, et je dirais que jusqu'à aujourd'hui, cet index existe quelque part. Donc, on ne s'en revendique pas. Mais pour autant, une grande partie des idées qu'il a initiées à ce moment-là, même si, et on le verra probablement, ce sont des idées qui ont déjà existé très longtemps avant, en particulier dans l'Antiquité, hein, non seulement sur l'infini, mais je dirais surtout sur la pluralité des mondes, la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ou pas. Cette question-là a été travaillée, retravaillée par toute la physique jusqu'à aujourd'hui, en particulier sur la question de l'homogénéité de l'univers, est-ce que les mêmes lois opèrent à toute échelle, etc. Et elles ont tellement été travaillées qu'aujourd'hui encore, si vous posez la question dans la rue à qui que ce soit, et je le fais chaque fois que je fais une conférence avec un peu de monde, est-ce que vous croyez qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? La quasi-totalité des gens répond par l'affirmative. Or, il n'y a aucune observation aujourd'hui qui nous permet de dire qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, de même qu'il n'y a d'ailleurs aucune observation qui nous permet de dire le contraire. La réponse à cette question-là est parfaitement d'ordre dogmatique, c'est idéologique. Et d'où vient la construction de ce nouveau paradigme qu'il y a forcément de la vie partout ailleurs? Eh bien, ça nous vient justement de ce qu'a initié Giordano Bruno. Donc, on a cette contradiction peut-être très forte que personne n'ose s'en revendiquer, mais qu'en même temps, ces idées ont été retravaillées par plusieurs siècles de travaux scientifiques qui font qu'aujourd'hui, un grand nombre de paradigmes sont directement issus de ce qu'on peut appeler des intuitions, j'aime pas trop ce mot, mais de ces propositions qui provenaient simplement, effectivement, de son raisonnement. Yves-Versant. Je suis obligé de revenir un peu en arrière et de réagir à ce que disait Marion. Mon accord est presque total, mais pas total. Il est total lorsqu'elle dit, elle rappelle que pour Giordano Bruno, tout est vivant. Il est, comme on dit élégamment, ilozoïste. C'est un terme d'usage courant, n'est-ce pas? Tout est vivant. Et il est panpsychique, tout est psyché. D'accord là-dessus. Mais je souhaiterais ajouter des précisions à ce qu'elle disait tout à l'heure concernant les présocratiques et surtout l'infini. Les présocratiques il y en a plusieurs, ont pensé l'infini, ou en tout cas une sorte d'infini, sous le terme grec d'apeiron, sans limite, l'apeiron. On trouve ça chez plusieurs présocratiques. Mais il y a infini et infini, et je ne crois pas que nous puissions faire l'économie ici, pendant quelques instants, de précision sur ce que Giordano Bruno entend par infini. Bien sûr. Il y a un infini mathématique. On peut imaginer, et on a imaginé, une suite infinie de nombres.
Ce n'est pas du tout ce qui intéresse Giordano Bruno, qui n'a pas l'esprit mathématicien. Il faut le dire fortement ici. C'est une des raisons pour lesquelles il est un perdant dans l'histoire des sciences, c'est qu'il n'a pas pris le tournant mathématique. Il considère que les mathématiques mentent. Il fait un jeu de mots latin, metiri, mesurer, est mentiri. Mesurer, c'est mentir. Les mathématiques, c'est pas son truc, si je puis dire vulgairement. Et lorsqu'il fait des démonstrations mathématiques, elles sont fausses. Elles sont pas comiques, mais elles sont toujours biaisées et fausses. Son infini n'est pas non plus seulement l'infini théologique, même s'il s'en sert. Et il utilise souvent l'argument qu'il opposera à l'Église et qu'il dira au pape, si Dieu est infini, et s'il est la cause de l'univers, le créateur de l'univers, alors l'effet de cette cause infinie, est nécessairement infini. Ça, c'est un argument théologique. Mais l'infini qui l'intéresse vraiment, comme Marion l'a dit, mais je crois qu'il faut le souligner très fortement, c'est un infini physique. Et ça, c'est nouveau, en effet. Et ça pose toutes sortes de problèmes. Et ça conduit à souligner aussi que Giordano Bruno est allé au-delà de ce que disait Copernic. Copernic est l'un de ses maîtres. Il reprend à Copernic l'idée de l'héliocentrisme, mais il reproche à Copernic de s'être arrêté, en quelque sorte, aux limites de ce système-là, et de n'avoir pas imaginé, conçu, proclamé que l'univers entier est infini, qu'il y a une infinité de planètes peuplées d'innombrables mondes, dont certains, alors là on va rejoindre ce que vous disiez, dont certains sont habités. Donc il dépasse Copernic, de même qu'il dépasse un peu ou biaise son autre grand maître, dont il faut au moins donner le nom ici, Nicolas de Cuse. Autant il est opposé à Aristote, autant il est fasciné et par Copernic et par Nicolas de Cuse, auquel il emprunte notamment la fameuse idée de la coïncidence des contraires. Jean-Pierre Bibring, sur cette irruption ou cette conception de l'infini chez Giordano Bruno, on voit qu'elle emprunte à beaucoup de sources différentes, que c'est une expérience de pensée qu'il construit avec l'héritage présocratique, avec une forme de déterminisme théologique, comme vient de l'expliquer Yves Versant, contre la théologie officielle. Comment est-ce qu'il fait le lien entre toutes ces choses pour aboutir à cette conception qui est la sienne ? Comment il a fait le lien, ça, honnêtement, je n'en sais rien. Comment ce lien s'exprime-t-il dans son œuvre, alors Voilà. Si vous voulez, c'est vrai, il ne s'agit pas ici, bien sûr, de minimiser ce que Copernic a rendu à nos perceptions de ce qu'est l'univers. Déplacer le centre du monde de la Terre vers le Soleil, c'était quelque chose. Mais effectivement, ce n'est qu'un petit bout du travail que Copernic a initié. Et Giordano Bruno, je crois, a permis d'aller beaucoup plus loin, quelque part, dans cette même direction. Non seulement il a pris de Copernic l'idée que pour comprendre le mouvement des planètes, il faut qu'elles ne tournent pas autour de la Terre, mais autour du Soleil, mais il va beaucoup plus loin, dans deux directions. La première direction, c'est effectivement cette notion d'infini. C'est que pour Copernic, les planètes tournent autour du Soleil, certes, mais les étoiles sont fixes toujours sur une sphère qui limite l'espace. Et il n'y a rien au-delà. Et le fait qu'il propose qu'au-delà, il y ait quelque chose. La manière dont il est arrivé encore à ça, je n'en sais trop rien vraiment. Et est-ce que c'est ce qu'on appellerait la science qui a débouché sur une vision globale de la pensée ou l'inverse? C'est très difficile à dire. Est-ce que c'est dans des textes anciens qu'il a recréé ça, ou est-ce que c'est parce que dans des discussions? Je ne sais pas le processus de cheminement de sa pensée. Mais lui, ce qu'il a proposé effectivement, qui va extraordinairement loin, c'est de dire qu'il n'y a aucune raison pour que le monde tel qu'on le voit à l'œil s'arrête là, et il va dans cette direction-là en disant, bien sûr, je propose quelque chose qui ne sera jamais accessible à l'expérience. Vous ne pouvez pas voir l'infini. Mais, dit-il, je propose que quelque chose que l'on ne voit pas puisse exister. Et il le dit dans les deux directions. Il le dit dans l'infiniment grand, c'est-à-dire au-delà de ce que vous voyez, il y a encore quelque chose. Et, dit-il après en le démontrant, s'il y a quelque chose au-delà de ça, c'est qu'il y en a à l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de l'arrêter, parce que si on l'arrête quelque part plus loin, le même problème se repose. Il n'y a plus de limite à l'espace. Donc il ne peut pas y avoir de limite à
l'espace, comme d'ailleurs souvent le pensait pour le temps. La donnée dominante à l'époque, c'était que du point de vue du temps, il n'y avait pas de limite. Le temps était éternel quelque part, l'univers était éternel, mais dans l'espace, ça s'arrête quelque part. Il propose que dans l'espace lointain, ça ne s'arrête pas. Et dans l'autre dimension, vers l'infiniment petit, la même chose. Il dit, moi aussi, je vais proposer quelque chose qui ne peut pas se voir, mais qu'effectivement, on ne puisse pas diviser à l'infini les choses et qu'à un moment donné, il faille s'arrêter. Et c'est ce qu'on appelle l'atome aujourd'hui, puisqu'on reprend ça du grec, mais il le définit pas comme ça, mais peu importe. Il propose qu'effectivement, tous les mondes que l'on est, que ça soit des êtres comme des planètes ou des étoiles, se construisent à partir de particules individuelles, comme ça a été dit dans le reportage de tout à l'heure. Donc, il base sa conception sur le fait qu'il faut accepter que par la pensée, on construit quelque chose qui n'est pas observable. Et ça, c'était bien sûr quelque chose de redoutable. Ça, c'est le premier domaine. Il y en a un deuxième sur lequel je voudrais dire quelque chose, c'est qu'il couple ça avec la notion de mouvement. La notion de mouvement est quelque part fondamentale, même si on la relie pas nécessairement à Giordano Bruno. Je disais tout à l'heure, je faisais allusion au fait que toutes les conceptions cosmologiques étaient basées sur le fait que quand vous regardez le ciel la nuit, tout passe comme si on ne bougeait pas. Et lui-même a fait la première démonstration qu'on connaisse, en tout cas, qui a été reprise après, de la chute d'un corps sur un objet qui se déplace, un bateau, disait-il, sur un mât de navire, pour montrer que sur un navire qui se déplace à vitesse constante, si vous larguez quelque chose du haut du mât, il va tomber exactement en bas du mât, alors que pour quelqu'un qui est resté sur la rive, il va bien s'apercevoir qu'effectivement, cet objet-là a une trajectoire qui n'est pas une trajectoire verticale. C'est la relativité du mouvement qui va jusqu'à Einstein. Hein. Et absolument, et c'est surtout le concept d'inertie que Galilée, bien sûr, a repris, a théorisé, qu'après Newton a même formalisé. Donc, bien sûr, ça a été beaucoup plus loin ensuite. Mais c'est lui qui a introduit cette notion d'inertie. Et je crois que c'est quelque part tout à fait fondamental, parce qu'à partir du moment où un mouvement à vitesse constante ne peut pas être perçu, il n'y a plus de centre, il n'y a plus besoin de centre. Et donc l'univers tout d'un coup n'a plus de centre. Et ça, c'est couplé à la notion d'infini. Puisqu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de limite. Et donc c'est une pensée qui va extrêmement loin que cette volonté à un moment donné d'exiger que rien ne s'arrête sous prétexte qu'on ne voit pas au-delà. Et à nouveau, cette chose-là a été reportée dans plein d'autres domaines. On va y revenir, je pense, bientôt. Mais une grande partie de la physique s'est construite là-dessus après. Yves Versant, c'est passionnant parce que ça, effectivement, c'est la puissance de l'expérience de pensée de Giordano Bruno dans le domaine, disons, des forces, du mouvement et de la cosmographie. Et cette pensée-là, elle est indissociable d'une pensée théologique. Oui, en effet. Mais je voudrais souligner que Giordano Bruno a expliqué pourquoi et comment il en est venu à penser l'infini. D'abord une expérience simplement biographique et enfantine, en contemplant le paysage depuis le Monte Cicala, à côté, une montagne, une colline en fait, à côté de chez lui. C'est le point de départ. L'expérience décisive vient quand il critique Aristote. Et lorsqu'il imagine, vous y avez fait allusion, que si on passe un bâton à travers la sphère des fixes, c'est-à-dire à travers l'enveloppe du monde fini, si on passe ce bâton, le morceau du bâton qui dépasse, dans quoi va-t-il se trouver? Ça pose un problème insoluble si l'on ne conçoit pas un univers infini. Et puis, troisièmement, et vous l'avez bien noté, il faut non pas saisir l'infini, il n'est pas saisissable par les sens, mais par la pensée, avez-vous dit. Je dirais pas seulement par la pensée. J'ajouterais un mot qui pour lui est capital, par l'imagination. Ouais. L'imagination chez Bruno est un des aspects qui m'intéresse personnellement le plus, parce qu'il pose la question intéressante pour votre émission, la méthode scientifique. Il pose la question de savoir quel est le rôle de l'imagination dans la recherche scientifique. C'est pas seulement il y a la pensée, mais il y a aussi l'imagination. Et cet aspect des choses est pour Bruno fondamental et le conduit à penser un infini qui ne soit pas négatif. Nous sommes, en français et dans beaucoup de langues, quelque peu prisonniers de ce mot même d'infini, qui est négatif, infini, non fini. Or, l'infini de Bruno est positif. Il est exaltant. Ce n'est pas l'effet négatif d'un constat, ça n'est pas constatable par les sens. C'est saisissable par l'imagination alliée à la pensée, et c'est de surcroît merveilleux, positif. Hein, donc j'attire l'attention des auditeurs. Oui, mais si je peux sauter juste là-dessus.
Moi, je n'oppose pas la pensée à l'imaginaire. On a trop tendance. Alors Tant nous, mieux. les scientifiques, Tant mieux, je m'en réjouis. on en est victime vraiment trop souvent en nous disant, vous les scientifiques, vous êtes à cause de ce qu'on appelle le rationalisme, le Descartes. Voilà, vous n'avez pas de l'imagination qu'ont ceux qui ne sont pas scientifiques et dont la pensée, elle, peut aller où on veut. Non, je pense que les très bons scientifiques ont besoin d'imaginaire, évidemment, parce qu'il faut imaginer à construire quelque chose, il faut imaginer de construire des choses, et ensuite, bien sûr, essayer de valider ça par des expériences qui elles-mêmes vont conduire à d'autres représentations, d'autres prédictions, d'autres observations. Mais à tout moment, au contraire, il faut que la pensée, ce que j'appelais la pensée de tout à l'heure, inclut bien sûr pour moi l'imagination. Alors nous nous rejoignons Yves et Hersan. ça permet d'introduire dans votre émission intitulée La méthode scientifique une idée qui n'est pas neuve mais qui est importante, qui est celle de poétique scientifique. Giordano Bruno n'a pas de méthode scientifique au sens de l'histoire des sciences. Ce n'est pas un penseur méthodique. On en parlera peut-être tout à l'heure lorsqu'il sera question, si on a le temps, de sa manière même d'écrire. Et il n'a pas la méthode mathématique en particulier, ce qui lui a coûté sa place dans l'histoire des sciences. En revanche, il a une poétique scientifique. Et c'est peut-être l'un des aspects par lesquels il est aujourd'hui le plus intéressant. Parce que, comme vous venez de le dire et de le souligner, nous sommes de plus en plus éloignés d'une approche positiviste ou néo-positiviste de la science. En tout cas, beaucoup de scientifiques le sont. Et sont de plus en plus sensibles au fait, d'abord, qu'il y a une rhétorique de la science. La science s'écrit aussi. Mais mieux que cela, il y a une poétique. Et par conséquent, l'imagination, là je vous rejoins pleinement, s'allie à la pensée. Jean-Pierre Bibring? Oui, je ne vais pas continuer là-dessus, mais sur une chose que vous avez dit juste avant qui me semble effectivement importante sur sa contribution à la science réellement, telle qu'on la conçoit, dans lequel il y a effectivement de l'imagination. C'est que tout n'a pas été bien sûr vérifiable par l'expérience tout de suite. Et une grande partie de ce qu'il a proposé était des propositions, effectivement, qui ont été, pour un grand nombre après, vérifiées. Je parle de l'inertie. Cette histoire de mouvement, qui me semble absolument fondamentale, a été traduite de la manière suivante. On sait que c'est pas mal d'années après, en 1610, que Galilée, pour la première fois, avec une lunette, observant le ciel, découvrant énormément de choses que personne ne pouvait connaître avant, s'aperçoit qu'autour de Jupiter, il y a des objets qui tournent, les fameux satellites de Galilée, comme on dit aujourd'hui, des objets qui tournent. Et c'était très important parce que ça a permis pour Galilée de montrer que non seulement les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil n'est pas le seul centre du mouvement. Le mouvement est une propriété universelle qui se trouve à toute échelle. La preuve, c'est que ça tourne. Mais en fait, Giordano Bruno a déjà introduit cette idée-là avant. Et l'a introduit, bien sûr, sans moyen d'observation directe. C'était une proposition qu'il avait faite, et c'est pour ça que les scientifiques ne le mettent pas en général dans leur livre, parce qu'il n'avait pas effectivement une méthode qui partait d'une observation pour aboutir à quelque chose. Il a fait une supposition qui, en général, n'a été vérifiée que par d'autres après. Mais son idée de base était que l'univers est homogène, qu'il est infini, que les mêmes lois opèrent à toute échelle et que le mouvement est une propriété inhérente de l'univers à toute échelle. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental que la physique a traité après, souvent d'ailleurs avec des conclusions étranges en disant que parce que toutes les mêmes lois opèrent, chaque loi va aboutir aux mêmes conclusions et donc il doit y avoir la même chose pareille, ce qui donnerait du poids au fait que parce que les lois chez nous ont abouti à la vie sur Terre, eh bien la même chose va aboutir à la même chose ailleurs et donc il y a de la vie ailleurs aussi. Bien sûr, c'est un syllogisme au sens premier du terme. Mais l'idée que les mêmes lois opèrent partout et que le mouvement est une propriété générique de l'univers et que justement les choses sont universelles, comme Newton l'a dit à propos d'une loi qui est devenue la loi de gravité universelle, on en trouve réellement les prémices dans le travail de Giordano Bruno. Et ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on en parle, c'est précisément pour cette puissance conceptuelle qui est celle de Giordano Bruno, sans logique observationnelle, sans mathématisation de ses pensées, il arrive effectivement à pousser sa réflexion jusqu'à produire ces concepts qui sont les concepts que vous décrivez l'un et l'autre. J'aimerais qu'on dise avant d'arriver, parce que c'est une chose intéressante que vous nous pointez et qu'on a abordé brièvement, mais sur laquelle on va revenir dans quelques instants, sur le style de Giordano Bruno et sur son humour. Mais avant ça, peut-être avec qui veut d'ailleurs Yves Hersan ou Jean-Pierre Bibring parler de ce qu'on entendait dans le reportage tout à l'heure, à savoir aussi les monades, cette conception de l'infiniment petit et de la matière active, parce que c'est en pensant les monades et la matière active que Giordano Bruno va aussi soit détricoter le dogme et la théologie du christianisme qui va lui valoir sa condamnation, mais aussi qu'il va construire son propre, en quelque sorte, son propre panthéisme, Yves Hersan. Oui, mais vous venez d'employer un mot qui permet d'introduire le nom d'un autre philosophe que tout à l'heure je n'ai pas entendu nommer, qui est Spinoza.
Le philosophe le moins éloigné de Giordano Bruno, c'est pas Leibniz, même si Leibniz admirait d'une certaine façon Bruno, le moins éloigné, c'est Spinoza. À cause précisément de la manière qu'a Giordano Bruno de s'approcher du panthéisme. Je suis pas sûr qu'il soit exact de dire qu'il était panthéiste, mais il ne conçoit pas un Dieu transcendant. Et il se rapproche de l'idée du Dieu comme nature, Deus sive natura. Je ne sais pas, et je crois que personne ne sait, si Spinoza avait lu Giordano Bruno. Mais sur bien des points, leurs pensées se rapprochent. Malgré la difficulté de la pensée de Giordano Bruno, qui, faut-il peut-être le rappeler au passage, conçoit deux manières de penser l'infini. Il y a l'infini infini et l'infini fini. C'est un des points difficiles de la pensée de Bruno. Selon l'angle d'approche, selon que vous le pensez sous l'angle de l'infini divin, mais d'un Dieu, encore une fois, qui n'est pas le Dieu personnel des chrétiens, mais le Dieu panthéiste, l'infini infini, ou selon que vous le pensez en songeant et en observant, pour le coup, les innombrables objets de la vie courante. La varietas, l'extraordinaire variété, car voilà une chose à laquelle il est prodigieusement sensible, c'est la variété de l'univers. Et cela le ramène à un problème scientifique et philosophique capital, qui est celui du rapport entre l'un et le multiple. Alors on peut penser l'infini sous l'angle de l'un, ou le penser sous l'angle du multiple. Ça fait deux manières de penser l'infini. Mais dans l'un et l'autre cas, Spinoza n'est pas loin. Et donc, il y a chez Bruno une approche certainement de l'infini. C'est peut-être pas le plus intéressant, c'est le plus difficile. Le plus intéressant, c'est ce qui a été désigné tout à l'heure, et je suis émerveillé d'être en total accord avec un professeur de physique. Ça fait partie des petits miracles de cette tablée, de cette méthode scientifique. Ce qui pour moi est capital chez Giordano Bruno et qui, entre autres choses, peut nous intéresser et même nous passionner aujourd'hui, c'est le refus du centre. Penser un univers sans centre. Et ce qui conduit, si je peux juste ajouter ce mot, à quelque chose de capital du point de vue de l'histoire de la pensée, c'est que si l'univers est infini, il n'a pas de centre, et que devient dans ce contexte l'humanisme? L'homme n'est évidemment plus au centre de l'univers. L'univers n'a pas de centre, ce qui revient à dire qu'il en a une infinité. Une fourmi au Venezuela peut être considérée comme le centre du monde. Vous, en ce moment, qui me regardez, en souriant, vous êtes le centre du monde. Avec intérêt, avec un regard concentré. Mais du coup, que devient l'humanisme si l'homme n'est plus au centre du monde? On aboutit avec Bruno à un humanisme qui n'a pas eu de suite, malheureusement, qui est un humanisme non anthropocentré. Et ça, c'est une idée extrêmement forte, philosophiquement et pas seulement scientifiquement. Jean-Pierre Bibrigny. Oui, c'est certainement un terrain où je suis le moins à l'aise, mais le peu que j'ai lu sur cette question me fait dire qu'il faudrait quasiment une émission que là-dessus, c'est-à-dire la portée de Giordano Bruno, même pour les sciences sociales aujourd'hui, et ce qu'il propose sur le terme de l'égalité homme-femme, etc. Je vais revenir justement sur cette notion de centre. Non seulement il n'y a pas de centre, mais souvent les gens disent il est polycentriste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres. Non, il est omnicentriste, c'est-à-dire qu'un univers tel qu'il le conçoit peut être vu de toutes les positions de la même manière. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui l'a conduit à cette notion, entre autres, de pluralité des mondes. Alors, parce qu'il s'attache et il rentre dans une sphère non vérifiable par l'observation, il est souvent amené à dire des choses qui peuvent apparaître comme contradictoires. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les gens le jugent soit hérétique, soit quasiment justifient qu'il ait été brûlé, simplement parce qu'il dit des choses quelquefois qui ont été démontrées comme fausses. Non, il faut bien voir qu'à un moment où tout est possible, parce qu'on est dans un domaine qui n'a pas encore été exploré, la notion d'infini, petit ou grand, il est amené quelquefois à proposer, quelquefois pas dans la même phrase mais dans le même texte, des idées qui peuvent aujourd'hui paraître contradictoires. Mais c'est aussi, quelque part, au niveau de la pensée scientifique, quelque chose de très important. On est, nous, habitués avec l'idée que sur chaque phénomène, il y a une loi qui l'explique, cette loi doit être unique et qu'on veut quelque chose qui, d'une manière la plus unique possible, traite de toutes les sciences, de toutes les réalités. Je lisais il y a très peu de temps un livre que je recommande chaudement, je ne sais pas si on a le droit de faire de publicité ici. Notre ami Jean-Marc Bonnet-Bidot vient de sortir un livre qui s'appelle 4000 ans d'histoire ou
ou d'astronomie chinoise chez Belin, absolument extraordinaire. On un va petit vous livre. mettre les liens et Oui, les mettez-le références parce du que livre sur c'est le vraiment un Twitter livre de très l'émission. intéressant. Et il montre en particulier comment, non pas tant, ce qu'on sait d'ailleurs que les Chinois, comme les Indiens d'ailleurs, avaient déjà mis au goût du jour des théories qui ensuite ont mis des millénaires quelquefois à réapparaître chez nous. Mais c'est surtout sur le mode de pensée. Il explique comment dans la pensée chinoise, ce qu'on appelle le yin et le yang en général, c'est-à-dire des choses contradictoires peuvent très bien s'asseoir en même temps et que plutôt que d'avoir à trancher plusieurs conceptions. Il montre par exemple que la question de savoir si la Terre est plate ou la Terre est ronde, il n'y a qu'une seule réalité, mais que quand vous construisez une maison, vous vous occupez pas de savoir si elle est ronde parce que à votre échelle, elle est plate et que les deux peuvent se concevoir en même temps. Et quelque part, dans Giordano Bruno, on a cette idée-là. On a cette idée que plusieurs choses, puisqu'elles ne sont pas du domaine du vérifiable tout de suite, peuvent apparaître contradictoires. Et elles le sont contradictoires. Et c'est vrai que parce qu'il y avait cette pesanteur idéologique de l'époque d'introduire Dieu comme le créateur universel et que c'était compliqué quand même de s'opposer à la manière dont la jeunesse proposait les choses, avec ce monde clos, fini, etc. Il était amené à essayer de rentrer sa propre conception cosmologique dans quelque chose où Dieu serait présent. Bien sûr qu'on aboutit à des contradictions. Bien sûr qu'on aboutit aujourd'hui à un regard qui peut même être, où les gens peuvent rire de cela en disant comment a-t-il pu dire ça? C'est compliqué, à la fin du siècle dans lequel il était, mais même aujourd'hui, de penser l'infini comme il le fait, avec une pesanteur à nouveau idéologique qui impose à Dieu d'être responsable de tout et du mouvement. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? À quelle échelle? Est-ce que Dieu est partout ou pas? Et lui, il retrace ça en disant, mais finalement, Dieu est partout. C'est ça qu'on appelle le panthéisme, en sens où finalement, ce qui fait le mouvement, ce qui fait l'énergie, se retrouve à toute échelle, y compris ce qu'il propose dans l'atome, puisqu'il n'y avait pas accès. On sait bien que non aujourd'hui. Je termine juste d'un mot. Cette dualité que l'on a souvent, par exemple la dualité onde-corpuscule, c'est exactement cette chose-là. On sait aujourd'hui, la physique a introduit il y a plus d'un siècle, ce qu'on appelle la physique moderne pourtant, cette idée que deux choses qui peuvent apparaître comme contradictoires peuvent être dans le même objet. La dualité onde-corpuscule de la physique quantique en est un très bel exemple. Je dirais que quelque part, Giordano Bruno est un peu exemplaire de cette démarche. Yves Hersant, pour conclure, puisqu'il nous reste une poignée de minutes, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre Bibring et parler un peu de ce style. Vous dites que le style d'écriture, l'originalité du style de Bruno, c'est qu'il ne hiérarchise pas, que c'est un style un peu chaotique et que finalement ce style chaotique reflète sa pensée et finalement est un écho à ce que vient de raconter Jean-Pierre Bibring. Oui, Giordano Bruno n'est pas seulement, pour parler comme Victor Hugo, une force qui va. Hein, c'est une dynamique, c'est une énergie. Il est cohérent. Et il a tiré toutes les conséquences pratiques au niveau de l'écriture, de la morale, etc., et même de l'esthétique, de l'infinitude ou de l'infinité de l'univers. Dans un univers infini, il ne peut pas y avoir de hiérarchie. Il ne peut pas y avoir la hiérarchie aristotélicienne des styles, style noble, style moyen, style inférieur. Et par conséquent, il les mélange tous. Il fait, comme vous le disiez à un autre propos à l'instant, coïncider les opposés. Trace là de Nicolas Decuse. Il mêle le haut, le bas, le vulgaire et le noble. Et si je peux donner juste un exemple. Bien sûr, c'est juste que je rebondis sur une question que nous a posée l'un des parrains de notre émission, Jean-Philippe Usan, qui posait cette question de savoir comment il mélange l'ironie, le comique et le sérieux dans un même texte. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, Yves Hersant. Oui, d'un côté, vous avez un style parfois même pompeux, parce que Bruno aime à parler de lui pour se valoriser, pour se donner de l'autorité en style très pompeux. Je vous cite juste quelques lignes. Parlant de lui-même, il dit « Voici apparaître l'homme qui a franchi les airs, traversé le ciel, parcouru les étoiles, outrepassé les limites du monde, dissipé les murailles imaginaires des premières, 8e, 9e, 10e et autres sphères. » Et il a donné les yeux aux taupes, etc. Et après, ou à côté, ou en même temps, dans le même paragraphe, il est capable de vous sortir des obscénités. Pourquoi? Précisément parce qu'il s'agit de mélanger le haut et le bas. Il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'échelle des valeurs, puisqu'il n'y a pas de centre. Et ça, c'est un exemple prodigieux de parfait accord entre une écriture, une rhétorique, une poétique et une pensée philosophico-scientifique. Et ce sera malheureusement, Jean-Pierre Bibring, le mot de la fin, ou alors en un mot et demi, vraiment, parce qu'on arrive... Un mot et demi. 1633, il y a une sentence incroyable qui dit, que je vais lire malgré tout, même si ça prend une demi-minute. L'opinion que le soleil est le centre du monde immobile est absurde, fausse en philosophie, formellement hérétique, parce qu'elle est expressément contraire à la Sainte Écriture. C'est la sentence, et Galilée a abjuré là-dessus en disant effectivement, c'est ça la vérité. Il a eu la vie sauve. On faisait allusion tout à l'heure au fait que 33 ans avant cela, donc, Giordano Bruno, dans l'ensemble de ce qui lui était reproché, a dit « Je suis prêt à abjurer de tout sauf une chose ».
c'est sur l'immensité de l'univers et sur la pluralité des mondes. Là-dessus, il n'acceptera pas. Il a été brûlé pour cela. Et il dira, vous éprouverez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. Ce sera le mot de la fin puisqu'à 16h53, c'est l'heure de la Bibliothèque des Sciences et vous allez voir qu'il y a un lien avec ce que nous venons d'évoquer puisqu'Ami Dahan nous parle aujourd'hui d'Alexandre Coiré et du monde clos à l'univers infini.